Bonjour à tous, aujourd'hui nous changeons radicalement d'horizon et nous partons en Méditerranée orientale pour nous intéresser à une civilisation qui va rayonner dans toute la Méditerranée par la suite, la civilisation grecque. Cette civilisation, elle nous est très bien connue grâce à d'une part l'archéologie, qui nous a offert non seulement des sites qu'on a pu retrouver, des cités grecques entières, mais aussi des objets qui ont pu être récupérés, tels des céramiques, donc des poteries peintes, des pièces de monnaie avec différents types de métaux, des sculptures, des peintures. Et bien sûr, ce qui a révolutionné par rapport aux grandes civilisations précédentes, c'est l'invention de l'écriture qui nous permet d'avoir énormément de textes qui nous parlent du monde grec, des textes écrits par les Grecs eux-mêmes, parfois par d'autres peuples. Certains sont très célèbres, dont vous allez en parler en français, en histoire géo. C'est notamment l'Iliade et l'Odyssée qui ont été écrits par Homère. Alors la civilisation grecque, elle est principalement implantée en Méditerranée orientale, initialement dans une grande péninsule, la péninsule grecque, ainsi que des milliers d'îles, les Myriades, les Cyclades, la Crète, Rhodes par exemple, n'en sont que des petits exemples, ou alors tout simplement dans l'actuelle Turquie, dans ce qu'on appelait l'Ionie à cette époque, ou l'Asie mineure. Par la suite, les Grecs vont se développer dans toute la Méditerranée, dans toute la mer Noire, ce qui fait que vous avez des cités comme Marseille, comme Nice, qui ont été fondées par les Grecs, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Ces Grecs sont issus de l'union de deux principaux peuples. Le premier peuple est arrivé vers moins 2000, c'est le peuple des Achéens. C'est celui qu'on appelle généralement les Grecs parce que c'est la population la plus connue. Elle est notamment célèbre pour avoir participé à une grande guerre vers moins 1200, qui serait la guerre de Troie, occasion par laquelle les principaux rois grecs, donc achéens, se seraient réunis pour aller libérer une princesse grecque, achéenne encore une fois. Dans la cité de Troie, elle aurait été capturée par le prince Paris, et cette jeune femme s'appelait Hélène, et c'est pour ça qu'on appelle aussi les Grecs les Hellènes. Par la suite, à peu près 800 ans plus tard, vous allez avoir un deuxième peuple, donc vers moins 1200 aussi, vers moins 1200 à 1100, l'invasion des Doriens qui arrive, qui commence par guerroyer avec les Achéens avant de commercer, et bien souvent, c'est le cas, ils finissent par fusionner pour donner donc ce peuple grec. Les Grecs sont installés dans un territoire qui n'est pas très propice. C'est principalement des montagnes, alors pas des gigantesques montagnes, mais suffisamment contraignantes pour poser un certain nombre de soucis. Donc les Grecs se sont plutôt installés dans les zones littorales, dans des petites plaines littorales, qui occupent peu d'espace par rapport à l'ensemble, et qui les a poussés très rapidement finalement à se développer sur la mer. Cette mer qui leur permet de les nourrir avec la pêche, notamment le thon, qui est l'un de leurs mets préférés quand ils ont besoin d'avoir des protéines. Vous allez avoir aussi les déplacements qui sont facilités, le commerce, et puis comme bien souvent, si vous n'avez pas assez de ressources, autant les piller celles des voisins. Donc les cités vont avoir des galères pour pouvoir s'attaquer les unes les autres et piller leurs ressources aussi assez fréquemment. Outre cette technique-là, on essaie d'optimiser le territoire. Donc généralement, les Grecs vivent dans des cités avec une ville centrale, et autour, comme d'habitude vous l'avez déjà vu, la campagne qui permet de la nourrir. Cette campagne, dans les zones les plus plates, on va faire pousser principalement des céréales, qui restent la base de l'alimentation des Grecs, pour faire soit des bouillies, soit des galettes, soit différentes choses qui vont permettre de leur tenir au corps. Ce sont des populations occidentales, donc elles ont une culture peuplante, la céréale, jusque-là, aucune surprise. On va faire aussi pousser un certain nombre d'arbres, des arbres fruitiers, et notamment le plus célèbre pour les Grecs, qui va donner un petit peu leur empreinte dans la société antique, c'est l'olivier. L'olivier, d'après la mythologie, aurait été offert par la déesse Athéna aux Athéniens pour devenir la déesse protectrice de la cité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Grecs ont mis à profit ce cadeau de la déesse. Initialement, les olives, on peut les croquer, bien entendu. Dans un deuxième temps, on va aussi la consommer sous forme d'huile. On la presse une première fois. Dans cette première pression, vous allez avoir l'huile que vos parents peuvent par exemple consommer quand ils font de la cuisine. Donc on va l'utiliser en cuisine, mais aussi en médecine, pour faire un certain nombre de produits. Ce qui a été broyé une première fois, mais qui reste assez compact. On va le broyer une deuxième fois. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir une espèce de pâte qui va pouvoir être utilisée pour vous laver. Les Grecs vont s'étaler de l'huile sur le corps et racler par la suite pour s'enlever la crasse, notamment quand vous êtes entraîné au gymnase, quand vous avez roulé dans la poussière, dans le sable. C'est un peu la même technique que votre savon actuellement, qui est un corps gras lui aussi. Et puis tout ce qui reste, qui est un petit peu sale, on va dire, on l'écrase une troisième fois, ça vous fait une huile très noire à base des noyaux, à base de tout ce qui est pas très sympathique dans l'olive, et vous allez obtenir une matière première, finalement, transformée, certes, mais assez initiale, qu'on va mettre dans les lampes à huile. Ces lampes à huile vont permettre de s'éclairer le jour, contrairement à ce qu'on pense, dans les pièces les plus sombres de la maison, comme la chambre, où il n'y a pas forcément toujours de fenêtre. Donc, l'olivier est très important.
troisième chose qu'on va consommer en grande quantité chez les Grecs, à partir du moment où vous avez des coteaux ou des basses collines, des basses montagnes, vous allez installer des vignes. Ces vignes sont très pratiques, sont très adaptées, puisqu'elles vont pouvoir profiter au maximum de l'ensoleillement et vous donner du raisin à croquer, ça c'est légitime, mais aussi du raisin que vous allez pouvoir encore une fois presser pour faire du vin. Les Grecs consomment énormément de vin, plus que d'eau pure. Alors l'eau pure, on la consomme peu, parce que souvent on lui trouve soit peu de goût, soit un goût un petit peu terreux. Donc on prend le vin, on le coupe à l'eau par contre pour qu'il soit moins fort, et on en consomme à peu près à toutes les occasions. Même les plus jeunes, les enfants aussi en consomment, par contre tellement dilué que ça rappellerait plus vos sirops ou vos jus de raisin, tout simplement. Les enfants, on n'attend pas qu'ils soient sous en permanence. Ça, ce sont les trois principaux éléments de base d'un grec pour pouvoir manger, on a dit, et c'est valable pour tous les Méditerranéens. Les céréales, l'olive et la vigne. En plus de ça, on met à profit aussi le territoire. On va pas avoir de gros animaux à viande, puisque ça prendrait de l'espace pour les céréales, on en produit déjà souvent pas suffisamment. Donc on va plutôt préférer utiliser soit les chèvres, donc les caprins, soit les ovins, les moutons, qui sont utiles parce qu'ils s'adaptent très très bien dans les paysages un petit peu de pente, et puis surtout parce qu'on peut l'utiliser pour différentes choses. On va consommer leur lait pour pouvoir boire, pour pouvoir en faire du fromage. On va pouvoir utiliser la toison des moutons pour pouvoir faire des vêtements, bien entendu. Et puis dans certains cas, bien sûr, on peut les consommer, mais les Grecs ne sont pas des très gros consommateurs de viande. Pour ça, ils vont à la rigueur manger un peu de viande blanche, de la volaille, ou, je vous l'ai dit tout à l'heure, du poisson. Les viandes rouges, notamment les viandes de tout ce qui est les bovins, donc les vaches, les bœufs, etc., c'est réservé principalement dans les grands sacrifices pour les dieux, puisque ce sont des animaux qui sont généralement gardés pour les dieux. Donc c'est plutôt une grosse célébration, c'est la grosse fête quand on peut manger finalement l'équivalent de votre steak. Nos Grecs vont donc consommer un certain nombre de produits, c'est un élément de base qui permet de créer une civilisation. Ils parlent aussi globalement la même langue. Par contre, faut pas se leurrer, c'est comme nous, il y a des différences entre les différentes régions. Entre les 9 régions grecques, bien sûr, il peut y avoir des différences de langage, de mots de vocabulaire, parfois même de lettres dans l'alphabet, qui peuvent avoir de petites variantes. Les Grecs vont avoir des rapports de commerce entre eux, vont avoir des rapports pour pouvoir, bien sûr, guerroyer, pour pouvoir se développer au maximum. Et tout ça, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous est connu par un certain nombre de textes, mais surtout par une civilisation qui va rayonner dans la Méditerranée orientale puis occidentale. La plupart des cités grecques possèdent un certain nombre de points communs. Les points communs le plus célèbre, c'est déjà le fait de vivre en cité, pour tous les Grecs. C'est le fait aussi de partager les mêmes dieux. Alors attention, oui les Grecs ont les mêmes dieux, ils ont Zeus, Apollon, Artémis, Athéna, tout ce que vous voulez. Par contre, généralement, on ne les prie pas sous les mêmes angles. Chaque cité voit les dieux selon ses besoins, avec ses propres mythes qui peuvent se transformer. Parfois un même dieu peut être dans deux mythes différents. Si je prends le simple exemple d'Artémis, si vous êtes à Athènes, vous allez prier Artémis Broronia, c'est-à-dire la protectrice des enfants, celle qui permet de faire passer à l'âge adulte, qui est symbolisée par un ours. Si vous êtes à Sparte, on va prier Artémis Orthia, qui est une déesse plus guerrière, plus chasseresse, qui s'occupe plus des confins. Si vous êtes à Byzantion, là vous allez adhérer plutôt à Artémis Phosphoros, la déesse de la lune, la protectrice et de la pleine lune principalement. Si vous êtes à Éphèse, là c'est plutôt une manifestation d'Artémis que vous aurez sous sa vision, plus fertilité, protection, etc. Donc, les mêmes dieux, priés légèrement différemment, mais ce qui n'empêche pas de créer de grands sanctuaires qui sont ouverts à tout le monde, ce qu'on appellera des sanctuaires panhelléniques. Même si les cités ne s'entendent pas forcément toujours, on va accepter des gens des différentes cités pour prier pour votre dieu. C'est normal, ça vous rapporte de l'argent aussi au passage. Autre point commun que les cités grecques vont avoir, un alphabet. Parfois une lettre qui peut varier selon les cités, mais globalement, vous avez les mêmes lettres. Il est célèbre puisque c'est lui qui a donné son nom au mot alphabet, alpha et bêta, qui sont les deux premières lettres grecques. Les cités grecques peuvent aussi avoir par contre un certain nombre de différences. Parmi ces différences, vous avez 4 grands systèmes politiques. Chaque cité possède son propre système politique, qui peut évoluer dans le temps bien sûr, et qui va leur permettre de montrer aussi leur autonomie. Une cité peut en fonder une autre. La cité qui fonde est ce qu'on appelle une métropole, une cité-mère. La cité-fille est une colonie, une cité-fille. Et à un moment donné, la colonie, quand elle veut prendre son indépendance, la première chose qu'elle met en place, c'est son propre système politique. Souvent, on change totalement par rapport à la cité-mère. Et puis la deuxième chose qu'on change aussi, c'est qu'on frappe sa propre pièce de monnaie. Chaque cité possède sa propre monnaie, avec généralement, d'un côté, vous allez avoir le dieu protecteur ou le fondateur,
et de l'autre côté, un élément qui va symboliser votre cité, et généralement les 3 premières lettres ou les 2 premières lettres de votre cité pour montrer d'où elle vient. Elles peuvent être acceptées partout, elles ont à peu près une valeur à peu près équivalente, mais on veut montrer sa légitimité, son importance en tant que cité. Ces cités vont donc se développer sur toute la période, que ce soit pendant la Grèce archaïque, la Grèce classique ou la Grèce hellénistique par la suite, et elle va véritablement influencer l'ensemble de la société antique, puisqu'elle va se développer dans toute la Méditerranée, nous l'avons déjà vu. Je vous remercie de votre attention, on se retrouvera un petit peu plus tard pour parler à la fois de la structure de la cité grecque et aussi des régimes politiques, et je vous dis à très vite, au revoir.